armé d'un improbable lance-roquette de 380 mm, capable de pulvériser un immeuble d'un seul tir, le Sturmtiger est le canon d'assaut le plus puissant jamais mis en service. Ce monstre de 65 tonnes devait permettre aux Allemands de prendre l'avantage dans les combats urbains sur le front de l'Est. Mais son histoire fut différente. La guerre en milieu urbain est très certainement la plus difficile de toutes. Les affrontements, souvent particulièrement violents et intenses, se déroulent à très courte portée, et la menace peut surgir de n'importe où. Au coin d'une rue, à la fenêtre d'une maison, du toit d'un immeuble ou d'une bouche d'égout. Les grands centres urbains devenant rapidement de véritables labyrinthes mortels. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l'apprendront à leurs dépens lors de l'invasion de l'URSS, se heurtant à Moscou, Leningrad et surtout Stalingrad. Cette sanglante bataille illustre parfaitement les difficultés du combat urbain. De terribles combats doivent être menés maison par maison, et le moindre immeuble d'habitation ou usine peut devenir une véritable forteresse. Dans cet environnement, l'armée allemande peine à fournir un appui-feu efficace à son infanterie. L'aviation et l'artillerie longue portée sont trop imprécises, et le risque de tir ami bien trop grand. Quant aux chars, non seulement l'environnement confiné réduit fortement leur mobilité, mais en plus ils deviennent des cibles faciles. Entre les embuscades et les pièges, l'ennemi peut assez facilement se positionner pour frapper depuis les hauteurs, là où leur blindage est le plus faible. La Wehrmacht disposait bien de canons d'assaut, destinés à fournir un appui-feu rapproché pour neutraliser les positions fortifiées, comme le Stuck 3 basé sur le Panzer III, suivi du Sturmpanzer IV basé sur le Panzer IV. Mais durant la bataille de Stalingrad, l'armée demande un engin de soutien spécialisé dans la destruction de bâtiments. Ce qui mène au Sturm Infanteriegeschütz 33B, armé d'un obusier de 150 mm basé sur le Stuck 3. Mais la puissance de feu de ces engins est insuffisante. L'armée demande alors un nouvel obusier automoteur capable de détruire facilement un immeuble et optimisé pour le combat urbain. La priorité numéro 1, c'est la puissance de feu. L'armée demande initialement un mortier d'au moins 210 mm, mais très vite, il devient évident qu'aucun mortier de ce calibre n'est assez compact et léger pour être monté sur un véhicule. La solution est des plus surprenantes. Un lance-roquette de 380 mm conçu à l'origine par Rheinmetall Bossrig pour la lutte anti-sous-marine. Le Sturmtiger reçoit ainsi le Raketenwerfer 61. Il tire une roquette explosive de 380 mm, longue d'environ 1 mètre, pesant 330 kg dont 121 kg d'explosifs, ce qui est suffisant pour détruire un immeuble en 1 ou 2 tirs. Sa portée maximale est de 5400 à 6000 mètres. Mais c'est très théorique. Il est également assez peu précis, ce qui n'est pas un gros problème au vu de son usage prévu, puisqu'il doit détruire des bâtiments à faible distance. Par la suite, il reçoit également un projectile à charge creuse. Pesant 345 kg et d'une portée de 4600 mètres, il peut percer jusqu'à 2,50 m de béton, ce qui est suffisant pour neutraliser n'importe quel bunker. Mais n'arrivant qu'en 1945, ce genre de projectile n'a plus aucun intérêt pour l'Allemagne. Si le tube peut sembler ridiculement court, il faut comprendre que ce n'est pas un véritable canon. Il sert uniquement de guide à la roquette. Celle-ci est littéralement vissée dans les rainures du tube pour lui donner au moment du tir un mouvement rotatif qui stabilise son vol. Lors du tir, le dégagement des gaz, très important, est évacué par les orifices caractéristiques à l'avant du tube. De par sa nature, son débattement latéral est très limité, avec seulement 10 degrés de chaque côté. En revanche, il possède une impressionnante élévation de 85 degrés, permettant de frapper des positions en hauteur. Au vu de leur encombrement, le Sturmtiger ne peut transporter que 12 roquettes qui sont chargées dans le véhicule via une trappe spécifique sur le toit. Si un palan démontable à l'arrière de la casemate facilite la manutention, le poids des roquettes rend leur manipulation particulièrement pénible. Cela limite également la cadence de tir, mais ce n'est pas un facteur important au vu de la nature de l'engin. La roquette est également sensible à l'humidité lors du tir, un comble quand on repense à son origine d'arme anti-sous-marine. Les servants doivent donc en tenir compte afin d'éviter tout incident.
En plus de ce puissant lance-roquettes, le Sturm Tiger est également armé d'une mitrailleuse MG34 de 7,92 mm en frontal, ainsi que d'un lance-grenade de 92 mm sur le toit. D'une rotation de 360 degrés et pouvant lancer des grenades fumigènes, explosives ou à fragmentation, il doit permettre de se défendre contre les menaces pouvant surgir de tous les côtés en milieu urbain. Après avoir trouvé l'armement, il fallait encore trouver sur quoi le monter. Si le lance-roquette en lui-même est assez peu volumineux, ce n'est pas le cas de ses encombrantes munitions. Il faut donc un châssis assez vaste pour y stocker les roquettes, suffisamment résistant pour supporter le puissant recul lors du tir, et très blindé afin de résister aux attaques à courte distance typiques de la guerre urbaine. Contrairement à bien d'autres projets allemands qui se perdront dans d'interminables développements, l'objectif est ici d'obtenir un engin fonctionnel le plus rapidement possible et à faible coût. Reprenant l'idée du Sturmpanzer IV, basé sur le Panzer IV, il est décidé d'utiliser le châssis du char lourd Tigre 1 et de retravailler le dessus de la caisse pour remplacer la tourelle par une casemate fixe de grande taille, nécessaire pour pouvoir manipuler des munitions qui n'avaient pas été pensées pour un usage dans un véhicule. Le poste de pilotage est également modifié en conséquence et l'équipage passe de 5 à 7 hommes. L'autre priorité étant la protection, le Sturm Tiger reçoit un impressionnant blindage. Le châssis de base du Tigre possède déjà 100 mm à l'avant, 80 mm sur les côtés et à l'arrière, et 26 au plancher et au toit. Sachant que le T-34 soviétique avait un blindage frontal de 70 à 90 mm et le Sherman de 50 à 60. Mais la casemate est encore plus impressionnante, avec 150 mm en frontal, incliné à 45 degrés afin de favoriser les ricochets, et 80 mm sur les côtés et à l'arrière. Cela permet au Sturm Tiger de résister à la plupart des armes anti-chars alors en service. Pour la motorisation, il reprend naturellement le Maybach HL230 V12, équipant alors les Tigre 1 et plus globalement les chars lourds allemands. Selon les disponibilités, il s'agit soit du P45 de 650 chevaux, soit du P30 de 700 chevaux. Cela lui donne une vitesse maximale sur route de 40 km/h et 25 km/h en tout terrain, pour une autonomie de 120 km sur route et 85 km en tout terrain. C'est naturellement inférieur au Tigre de base, mais étant donné sa fonction, c'est cohérent. En revanche, le poids supérieur, passant de 57 à 65 tonnes, met à rude épreuve la mécanique, surtout que chaque tir génère une contrainte énorme, de l'ordre de 30 à 40 tonnes. Ce qui entraîne des pannes fréquentes et une usure importante, si bien que le Sturm Tiger sera très impopulaire auprès de ses équipages. Le prototype du Sturm Tiger est présenté à Hitler en octobre 1943. Visiblement convaincu, il commande immédiatement 12 exemplaires avec l'ambition d'atteindre ensuite 10 par mois. L'armée ne voulant pas se priver de précieux tigres, il est décidé que les Sturm Tiger seront assemblés par Halkett à partir de tigres endommagés au combat. Il faut ainsi attendre août 1944 pour que la production commence. Étant donné sa grande spécialisation, ils sont incorporés dans des unités dédiées, les Sturmmörser-Kompagnen. Si l'objectif initial est de former au moins 3 compagnies de 14 Sturm Tiger chacune, la réalité sera très différente, puisqu'elles n'en reçurent que 4 chacune. La production, limitée d'août à décembre 1944, s'achevant après seulement 18 exemplaires. Il faut dire qu'avant même le début de la production, il y avait longtemps que les troupes allemandes n'avaient plus les moyens de lancer d'offensives sur les villes soviétiques. Passé en posture défensive dès l'automne 1943, l'intérêt de cet engin avait donc déjà disparu. Il connaît finalement son baptême du feu lors de l'insurrection du ghetto de Varsovie en août 1944. Durant cette opération, l'armée allemande utilise tous les moyens disponibles pour écraser la révolte. Elle y déploie ainsi en catastrophe le prototype du Sturm Tiger, le seul alors disponible et, malgré le fait qu'il est en acier non blindé et qu'il est servi par des civils, l'équipage étant encore en formation. Une fois ses munitions épuisées, il retourne en Allemagne. Ce sera le seul véritable engagement d'un Sturm Tiger au combat. Lors de l'audacieuse offensive des Ardennes fin 1944, les troupes allemandes mobilisent tout ce qu'elles peuvent. Ainsi, 2 compagnies de 4 Sturm Tiger chacune sont envoyées face aux forces alliées.
Conçu spécifiquement pour le combat urbain, cet emploi dans les Ardennes va totalement à contre-courant de sa fonction. Sa faible mobilité et cadence de tir sont totalement inadaptées, sans parler de sa consommation de carburant de 550 litres au 100 km, alors que l'armée allemande souffre d'une grave pénurie de carburant. Résultat, une compagnie perd 3 engins sur panne mécanique, l'autre en perd un au combat et s'aborde les 3 restants, faute de carburant. La dernière compagnie formée en 1945 ne connaîtra pas un meilleur sort, ces 4 Sturmtiger étant finalement sabordés, faute de munitions. Ainsi se termine l'histoire de l'un des engins les plus puissants de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'imaginé pour répondre à un besoin opérationnel bien réel, le Sturmtiger n'avait déjà plus aucun intérêt avant même le début de sa production. Une arme impressionnante, mais n'est bien trop tard pour avoir le moindre impact. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.